6 février 1934, il y a 90 ans jour pour jour. La place de la Concorde résonne du cri des manifestants, des hennissements des chevaux et des premiers coups de feu qui claquent. Emmenée par les camelots du roi, de l'Action française ou les jeunesses patriotes, la foule tente de se diriger vers l'Assemblée nationale. C'est l'émeute, c'est le chaos. Lendemain, Paris se réveille avec un goût de cendre et de sang dans la bouche, 1500 blessés, une quinzaine de morts, tel sera le bilan de cette terrible soirée. Comment en est-on arrivé là? Quels étaient le but, les objectifs des manifestants et des ligues? Faire tomber le gouvernement, voire abattre la République? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Olivier Dard. Olivier Dard, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris Sorbonne Université, spécialisé d'histoire politique et tout particulièrement des années 30. Et vous venez de publier chez Fayard une somme intitulée Février 34, l'affrontement. Livre que vous avez écrit avec Jean Philippet, qui lui est docteur en histoire, et dont la thèse Le temps des ligues, Pierre Tétinger et les jeunesses patriotes fait autorité sur le sujet. Vous-même, Olivier Dard, vous êtes l'auteur d'un remarqué Voyage au cœur de l'OAS, paru chez Perrin en 2005, ou encore d'une biographie de Charles Maurras chez Armand Collin en 2013, et vous avez collaboré pour les éditions du Cerf au Dictionnaire du conservatisme en 2017, des populismes en 2019 et enfin du progressisme en 2022. Alors, mais maintenant revenons au 6 février 34, ou plutôt à février 34, ou même avant, parce que c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous remontez aux racines profondes de l'événement, de cette nuit, pour montrer que ce n'est pas forcément un simple mouvement de colère, et ces racines profondes, vous les ancrez dans l'hiver 1932-1933, que vous appelez l'hiver du malaise. Alors, quel était ce malaise ? Oui, vous avez tout à fait raison de mettre en avant deux choses. D'une part, le titre que nous avons choisi avec Jean Philippet, l'affrontement, et le fait que nous avons aussi voulu, au fond, traiter, non pas du 6 février 1934, parce qu'il existait déjà des livres intitulés le 6 février 34, que ce soit Serge Bernstein ou Pierre Pélissier, mais nous avons vraiment voulu traiter février 1934 comme une séquence. Alors une séquence, effectivement, qui s'ouvre à l'hiver 1932, qui est l'hiver du malaise, j'y reviens dans un instant, et nous avons conduit cette étude jusqu'à la chute du gouvernement Doumergue à l'automne 1934, qui marque d'un certain point de vue l'échec de ceux qui avaient espéré, du point de vue notamment des droites gouvernementales, que février 34 puisse déboucher sur une réforme de l'État. Alors, quel est cet hiver du malaise qui démarre en 1932-33 ? C'est au fond, au fil des mois qui passent, la coalescence de plusieurs phénomènes. D'une part, d'une France qui est entrée dans la crise économique, véritablement depuis 1931. Une France qui connaît un certain nombre de problèmes sociaux et de protestations, ce qui n'est pas sans lien avec aujourd'hui. Oui. Par rapport aux questions fiscales, aux questions agricoles, il y a une montée des protestations agricoles et plus largement, comme souvent en période de crise sous la Troisième République, une poussée ligueuse. Et cette poussée ligueuse, effectivement, on l'observe tout au long de l'année 1933 et bien sûr au début de 1934. Et puis, s'ajoute à cela l'impéritie de gouvernements qui ne parviennent pas à sortir la France de la crise et, on va je pense y revenir, une affaire qui va véritablement cristalliser la fin de l'année 1933-1934. Effectivement, c'est un détonateur, mais encore une fois, c'est un détonateur. Un détonateur, cela signifie très clairement que le malaise préexistait, qu'un certain nombre de conditions étaient présentes pour effectivement cette explosion de 1934. Cette affaire, c'est bien sûr l'affaire Stavisky. Alors, politiquement, quelles sont les forces en présence? On a des partis traditionnels, et puis gravitent autour de ces partis, parfois représentés à l'Assemblée, ce qu'on appelle des ligues. Alors, tout à fait. Alors, le jeu politique français, si vous voulez, en 32, 33 et au début 34, il est assez, je ne vais pas dire simple, mais on peut assez facilement le résumer de la façon suivante. Vous avez au pouvoir le Parti radical. Le Parti radical, alors dominé par la figure d'Édouard Herriot ou de Camille Chautemps, c'est lui qui est président du Conseil donc au début de 1934, avec aussi Édouard Daladier qu'on va voir arriver. Ce Parti radical, il a remporté les élections en 1932
allié au Parti socialiste, mais le Parti socialiste, tout en étant allié des radicaux, n'a pas voulu participer au gouvernement. On est en 1933-34 dans une situation très comparable à celle de 1924 avec le cartel des gauches, ce qui explique qu'on ait parlé du néo-cartel. À la gauche de ce cartel des gauches, vous avez un parti communiste qui, lui, est dans une opposition irréductible au gouvernement. On est à l'époque de la tactique dite classe contre classe, du combat que mènent Maurice Thorez et les siens contre le social-fascisme, les sociotraîtres, etc. Ce qui fait que les communistes vont être particulièrement actifs dans la séquence de 1934. On y reviendra. De l'autre côté, vous avez effectivement les droites. Mais les droites au Parlement sont très divisées entre, d'une part, l'Alliance démocratique. Alors l'Alliance démocratique, c'est à la fois le parti de Tardieu, de Flandin et de Reynaud, pour faire simple. Vous avez, au sein de l'Alliance démocratique, très clairement deux tendances. Une tendance qu'on appelle les concentrationnistes, c'est-à-dire ceux qui souhaiteraient finalement une alliance avec les radicaux. Ce sont les proches de Flandin. Mais vous avez aussi dans cette alliance le grand vaincu des élections de 1932, à savoir André Tardieu, qui lui est dans une opposition très résolue aux radicaux. Dans ce monde des droites, n'oublions pas la figure de Pierre Laval. Je suis désolé, mais n'oublions pas la figure de Pierre Laval, qui lui est un peu un électron libre, mais qui, dans toute l'affaire de 1934, intrigue à ses entrées, notamment au Conseil municipal de Paris, à la Chambre, bien entendu, et va pousser, évidemment, à un certain nombre de solutions, et en particulier, on l'a montré, pousser au retour de Gaston Doumergue au pouvoir. Alors, il y a les ligues. Alors, les ligues, ce sont effectivement des organisations qui donc, ne sont pas spécifiques aux années 30. Les premières ligues remontent à l'époque du boulangisme. La toute première ligue avait été la Ligue des Patriotes, celle de Paul Déroulède. Simplement, cette Ligue des Patriotes de Déroulède, au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle était absolument proche de la disparition. Bon, Maurice Barrès l'avait dirigée après la mort de Déroulède en 14, mais Maurice Barrès n'avait franchement pas les qualités pour être un patron de ligue. Il en avait d'autres, mais pas celle-là. Et c'est Pierre Tétinger, comme l'avait très bien montré d'ailleurs Jean Philippet dans sa thèse, qui a repris cette Ligue des Patriotes pour en faire les Jeunesses Patriotes. Et au début des années 30, ces Jeunesses Patriotes ont plutôt le vent en poupe, et elles avaient appuyé les gouvernements de droite classiques entre 1928 et 1932. Elles étaient liées à Tardieu, elles étaient liées à ces gouvernements de droite de l'époque. Bien, et à Laval aussi. Deuxième ligue importante, la Solidarité française. Alors elle est beaucoup plus récente, c'est une ligue qui a été soutenue par le parfumeur Coty. C'est une ligue plus récente, dont on a largement surévalué les effectifs, qui est assez liée aux Jeunesses Patriotes et qui va, au moment de février 34, jouer un rôle important. Ce sont les militants de la Solidarité française qui lancent, le soir du 6 février, le premier assaut qui débouche sur les premiers morts. Il est à ce moment-là autour de 19h15, 19h30. Autre ligue évidemment fondamentale, presque la doyenne, sauf à revenir à la Ligue des Patriotes, c'est l'Action française. Alors l'Action française de Maurras, Daudet, Pujol est une ligue monarchiste. C'est tout le problème d'ailleurs de la transformation des ligues en partis, sauf que l'Action française, elle tout particulièrement, qui était très anti-parlementaire et qui dénonçait la démocratie, le suffrage universel avant 1914, avait choisi en 19 de se présenter aux élections avec quand même un succès très limité, et ça avait été surtout un échec terrible en 1924. Alors, l'Action française avait par la suite affronté de sérieuses difficultés, la dissidence de Georges Valois en 25-26, et puis surtout la condamnation par le Vatican en 1926. Alors, ce qui fait que l'Action française était plutôt en difficulté, et elle est en train de remonter au tournant des années 30 à cause des crises, à cause des scandales. Et n'oublions pas que l'Action française, c'est une ligue, bien sûr, mais c'est aussi un quotidien. Et ce qui compte pour Maurras et pour Daudet, c'est d'abord le quotidien. Et le quotidien d'Action française joue un rôle très important dans la dénonciation du scandale Stavisky et dans la préparation des esprits à donc ce qui survient en février 1934. Et il y a également les mouvements d'anciens combattants. Alors, bien sûr. Alors, il y a les mouvements d'anciens combattants, et notamment les Croix de Feu, absolument. Alors, leur statut est particulier aux Croix de Feu, parce que c'est un mélange, effectivement, au départ, c'est un mouvement d'anciens combattants d'élite. Ils sont 3000.
Le colonel de la Roque, le lieutenant-colonel de la Roque va élargir les assises de ce mouvement, en particulier en l'ouvrant aux fils et filles de Croix-de-Feu, donc ça va être les volontaires nationaux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant 1934, les Croix-de-Feu sont en ascension, incontestablement, mais ce n'est absolument pas le mouvement qu'il va devenir, le mouvement de masse qu'il va devenir en 1936, par exemple, où les Croix-de-Feu comptent à peu près 600 000 adhérents. C'est considérable. C'est après 1934 que les Croix-de-Feu progressent véritablement. Mais la Roque est évidemment une figure très importante. Il tient en main ses troupes et il joue sur cette double, j'allais dire, cette double casquette, mouvement d'anciens combattants et Ligue, tout en ne tranchant pas. Par contre, il y a aussi les véritables mouvements d'anciens combattants, l'Union nationale des combattants en particulier, plutôt liée aux droites, qui, eux, l'UNC, l'Union nationale des combattants, c'est sans doute, avec l'Union fédérale, d'ailleurs plutôt liée aux radicaux, les seuls mouvements véritablement de masse dans les années 30 à ce moment-là, c'est-à-dire c'est 700, 800 000 adhérents, ils ont des sections absolument partout, et l'UNC va jouer un rôle important, effectivement, l'UNC parisienne va jouer un rôle important dans l'épisode du 6 février. Alors, on parlait du détonateur, l'affaire Stavinsky, il y a aussi une étincelle qui va mettre le feu au bout, c'est le limogeage du préfet Cap, oui. Préfet Cap. Donc cette affaire Stavisky, elle remonte à quand? Alors, cette affaire Stavisky, on consacre... On va la résumer. Voilà, oui, bien sûr. Mais on consacre tout un chapitre à Stavisky. C'est-à-dire que Stavisky, c'est une vie d'escroquerie qui démarre évidemment pratiquement quand il est adolescent ou à peu près, et qui va continuer jusqu'au bout. Alors, l'affaire Stavisky, ce qu'on va appeler l'affaire Stavisky, c'est l'affaire dite du Crédit municipal de Bayonne. Je dirais d'un mot que, d'une part, ce n'est pas l'affaire, entre guillemets, la plus importante auquel a été mêlé Stavisky. On parle beaucoup d'une affaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'appelle les optants hongrois. C'était financièrement autrement plus important que Bayonne. Mais là, elle touche le pouvoir. Voilà, la dernière affaire. Toutes ces affaires touchent plus ou moins le pouvoir, parce que Stavisky a essayé, tout au long de sa vie, de nouer toute une série de relations, à la fois avec les politiques, et notamment avec le Parti radical, mais pas seulement. Nous montrons qu'il y a aussi quelques liens avec des dirigeants des droites. Il y a également le souci de Stavisky de se mettre bien avec même certains dirigeants de mouvements d'anciens combattants, bref, de trouver les moyens au sein d'un certain nombre de notabilités pour monter ses affaires. Alors, l'affaire du Crédit municipal de Bayonne, elle est une affaire tout à fait classique de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'au fond, vous récupérez un certain nombre de dons, de dépôts, que vous promettez évidemment des taux formidables et très intéressants, et vous payez évidemment les intérêts avec le capital déposé jusqu'au moment où, où ça s'arrête. Alors, il y avait déjà eu des précédents à Orléans et ailleurs, et là, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, à la fin de l'année 1933, les autorités sentent que Stavisky ne peut plus être soutenu, la situation se dégrade pour lui, et à la fin de l'année 1933, éclate effectivement l'affaire du Crédit municipal de Bayonne. Stavisky est mis en cause, et à travers cette campagne contre Stavisky, on se développe, si vous voulez, une véritable campagne de presse qui montre à quel point, effectivement, ce personnage a réussi à infiltrer, circonvenir toute une partie des élites de la Troisième République. Alors, pas considérable, mais quand même, il est assez introduit dans toute une série de milieux, ce qui lui permet de mener ses affaires. Donc, dans l'opinion publique, un sentiment alors qui est sont tous pourris, tous oui, absolument. Tous alors, la question, effectivement, du tous pourris est très présente. Monte aussi un sentiment très important propre à la Troisième République, mais qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, et ça c'est intéressant. C'est la question de l'antiparlementarisme. L'antiparlementarisme est une des constantes des crises qui mettent en jeu notamment les mouvements protestataires, les droites nationalistes, que ce soit à l'époque du boulangisme, de l'affaire Dreyfus, etc. Et là, évidemment, l'antiparlementarisme est très fort, et on le mesure dans l'opinion. Ça va des chauffeurs de taxi qui protestent contre le prix de l'essence. On a des rapports de police qui nous montrent très bien que dans les cinémas, lors des films d'actualité, puisqu'avant le film, il y a les actualités, les gens eus, etc., etc. Donc, il y a effectivement un élément il y a un élément protestataire très important qui va se renforcer, évidemment, avec la mort de Stavisky le 8 janvier 1934.
Un suicide, sans doute, mais auquel personne ne croit à l'époque. Tout le monde pense que Stavisky a été assassiné par les autorités pour ne plus parler, etc. Bon, sans doute pas, mais le problème n'est pas là. À partir de ce moment-là, effectivement, le gouvernement, et en particulier les radicaux, Chautemps, sont très directement mis en cause, puisqu'on demande à droite, à la Chambre, avec toute une génération nouvelle d'ailleurs qui arrive, Philippe Henriot, etc., la création d'une commission d'enquête. Et alors donc les premiers appels à manifester pour le 6 février, ça commence quelques jours avant, on a la prémisse je crois que oui, mais si vous voulez, je crois qu'en fait il ne faut pas voir le 6 février comme quelque chose qui aurait été préparé très en amont. C'est assez spontané comme rassemblement. En réalité, si vous voulez, il y a deux choses. Tout au long du mois de janvier 1934, l'Action française et les Jeunesses patriotes, d'ailleurs, les ligues, appellent régulièrement à manifester. Ils cherchent en quelque sorte à embrayer sur cette protestation. Et l'Action française, de façon très classique, veut articuler le discours du quotidien et le rôle de la Ligue, et en particulier les Camelots du Roi. Donc on appelle à des mobilisations, je ne dis pas quotidiennes, mais très très régulièrement tout au long du mois de janvier 1933. Ce que font également les Jeunesses patriotes. L'idée est de préparer les esprits, évidemment, non pas véritablement à un coup de force, c'est tout le problème, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais monter, au fond, faire monter la pression contre le gouvernement radical et contre Chautemps pour obtenir la démission de Chautemps. C'est une première phase qui va d'ailleurs être, finalement, ce mois de janvier 1934, véritablement le moment ligueur. Où ils sont tout seuls, les anciens combattants commencent à s'en préoccuper, les Croix de Feu regardent ça avec intérêt, mais je dirais que la grande manifestation d'Action française, c'est pas tellement le 6 février, c'est le 27 janvier 1934, elle est d'ailleurs assez violente, mais là l'Action française est à son affaire, c'est elle qui a pris un certain nombre de choses en main, elle n'est pas seule évidemment, et ça lui convient assez bien du point de vue de la façon dont ces petits groupes agissent vis-à-vis de la police, car l'Action française, les Camelots du Roi ont toujours une attitude extrêmement mobile dans les mouvements de rue, etc. Ce qui ne peut pas être le cas à la Concorde. Mais cette première phase, elle culmine effectivement avec cette manifestation du 27 janvier. Mais ensuite, la démission de Chautemps et l'arrivée au pouvoir de Daladier semblent calmer les esprits. Pas l'Action française elle-même qui est anti-républicaine, mais ce qu'il faut bien comprendre et que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est que finalement, quand Daladier arrive aux affaires, on est à la fin du mois de janvier 1934, il est plutôt bien vu des droites. C'est un ancien combattant, il n'est pas assimilé à la corruption des radicaux, etc. Et finalement, il pourrait avoir sa chance, et d'ailleurs, il va composer un ministère avec quelques personnes qu'il va aller chercher du côté des droites, etc. Et ce qui va remettre, j'allais dire, une pièce dans la machine, c'est la décision du gouvernement, et donc de Daladier et de son ministre de l'Intérieur, de vouloir finalement muter Jean Chiappe, le préfet de police de Paris. Qui lui était plutôt apprécié de la droite. Alors oui, on a fait de Chiappe le préfet des ligues. Bon, c'est tout à fait exagéré. Chiappe est en poste depuis 1927. Effectivement, il est plus proche, bien sûr, des droites que des gauches, mais les radicaux s'en sont accommodés. Chiappe est surtout détesté par les gauches socialistes et communistes. Les communistes le détestent à cause des manifestations contre Sacco et Vanzetti, etc. Et ce qui est certain, c'est qu'à l'époque de Chiappe, préfet de police, les ligues peuvent manifester dans Paris. Il va d'ailleurs, dans certains cas, procéder à des arrestations préventives, etc. Mais les communistes, eux, ont beaucoup plus de mal, et les gauches ont beaucoup plus de mal à manifester. Il est un symbole. Et sa mutation pour un très beau poste, parce que on dit parfois que Chiappe a été révoqué. Non, il n'est pas limogé. Il est muté pour un très beau poste, donc résident général au Maroc, sauf que la façon dont évidemment les choses se produisent et le jeu de chaises musicales qui précède avec des mutations d'ambassadeurs, etc., donne à penser que Daladier veut donner des gages aux gauches et notamment aux socialistes. Et alors là, ça remet vraiment une pièce dans la machine parce que Chiappe refuse dans un premier temps cette mutation. Il prétend être atteint d'une sciatique, etc. Je n'entre pas dans les détails, mais la crise qui semblait finalement
s'atténuer, redémarre à ce moment-là, dans le week-end, donc je rappelle que le 6 février est un mardi, dans le week-end, le samedi, dimanche, samedi 3, mutation de cap, mobilisation, et cette fois-ci, les croix de feu entrent dans l'affaire, et on met sur pied, effectivement, définitivement, cette manifestation pour le 6 février. Quel est le mot d'ordre principal ? Avant, déjà, pourquoi le 6 février ? Parce que le 6 février, c'est le jour de l'investiture de Daladier. Oui, parce que effectivement, les manifestations se mènent le soir, en plus. Voilà. C'est pas courant aujourd'hui. Oui, mais là, c'est l'investiture de Daladier. Le mot d'ordre, les mots d'ordre sont en réalité assez flous. Chaque organisation a les siens. Je dirais que le plus important à retenir, c'est sans doute l'idée qu'il faut abattre les voleurs. La question de la corruption, l'antiparlementarisme ici joue à plein. Ce gouvernement a un problème avec l'honnêteté, la corruption, etc. Et donc, on veut effectivement développer une manifestation ou des manifestations, parce qu'il y en a eu un certain nombre, contre les scandales, les voleurs, les affaires, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du 6 février heure par heure, comme vous le faites dans le livre, c'est très intéressant. Mais déjà, rapidement, donc, les forces en présence. Donc, on a l'Action française, on a les Croix de Feu, les Jeunesses Patriotes, et la Solidarité française, en gros. Les anciens combattants. Les anciens combattants. Et les communistes. Et les communistes. Ça, c'est... Les anciens combattants communistes appellent à manifester le 6. Aux côtés des ligues. Alors, oui, eux, ils ont leur propre... Parce que si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun appelle à manifester à des endroits différents. Oui, voilà, déjà. Je voulais savoir comment on va s'articuler, si on pouvait avoir effectivement une vue par drone, comme on fait aujourd'hui, des différents cortèges. Alors, c'est là où c'est très important. Faut bien comprendre que au cours de la soirée du 6 février, vous avez à peu près un quart de la capitale qui est touché par des troubles. C'est un élément très important. Alors, les ligues ont appelé fort classiquement à manifester rive gauche. Comme d'habitude, pour elles, le 6 février n'est pas un jour si particulier que cela. Donc on les retrouve, boulevard Saint-Germain, donc que ce soit l'Action française, les Jeunesses Patriotes. Alors des Jeunesses Patriotes qui d'ailleurs, elles, sont liées, l'Action française aussi, mais les Jeunesses Patriotes davantage encore, avec le conseil municipal de la ville de Paris, qui est lui aussi très en ébullition, ce qu'on explique. Ils suivent ça aussi de très près. Et ils vont mettre sur pied une délégation qui va être reçue au Parlement, etc., etc. Donc on a les ligues ici, rive gauche. On a bien sûr les Croix de Feu. Les Croix de Feu, elles, vont appeler à manifester beaucoup plus près du Parlement pour, et c'est tout l'objet de la ROC, non pas y pénétrer de force, mais montrer, c'est toujours montrer sa force. Donc c'est toujours ils sont vers les Invalides. Voilà, ils sont, vers le. Bon, on a tout un plan extrêmement précis. Ils sont tout près des grilles. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer sa force pour avoir un sentiment de puissance, la ROC étant fondamentalement légaliste, ce qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est rive gauche, pour faire simple. Rive droite, il y a évidemment la Concorde. Alors la Concorde n'est pas forcément le lieu le plus prisé au départ, sauf que les anciens combattants ont appelé à manifester du côté effectivement rive droite. On va les retrouver. Donc on va de l'avenue des Champs-Élysées. Les communistes vont réunir leurs anciens combattants, donc l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, on va les retrouver place de la Concorde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le départ de Cap, l'arrivée d'un nouveau préfet, Bonnefoy-Cibourg, peu expérimenté, parce qu'il arrive, c'est un ancien préfet, bien sûr, mais il arrive dans un contexte où, en plus, la préfecture de police appréciait, le personnel appréciait Cap, donc il est dans une situation un peu difficile, le nouveau préfet. Eh bien, la Concorde va se retrouver, en quelque sorte, être le lieu, véritablement, de cristallisation de cette manifestation, avec un dispositif du maintien de l'ordre qui est, évidemment, d'empêcher à toute force les manifestants d'aller vers la Chambre, donc on bloque, évidemment, le pont, mais ce qui n'a pas été véritablement bloqué, ce sont toutes les rues qui permettent de passer de la rive gauche
à la rive droite. Ce qui fait qu'au fil de la soirée, un certain nombre de manifestations bloquées rive gauche vont passer rive droite et rejoindre cette place de la Concorde, où on trouve aussi un certain nombre de curieux, on a tendance à les oublier, de gens qui sortent du travail, qui viennent voir, etc. C'est une manifestation qui dure plusieurs heures, qui démarre en début de soirée et qui va se terminer bien après minuit. Donc vous avez effectivement un phénomène de population agglutinée autour de cette place de la Concorde qui est véritablement l'épicentre. On estime à combien de personnes? C'est très compliqué. Alors là, on est relativement prudent. Chiffre officiel. Voilà, parce qu'en réalité, si vous voulez, il faut bien comprendre que ça dure des heures et des heures. Donc, alors on a parlé de 100 000 personnes, dont on dit 30 000. Bon, en réalité, ce que nous considérons, si on regarde les gens véritablement décidés à en découdre, ils sont à peu près 4 000. Vous avez là vraiment des gens qui sont prêts à en découdre. Alors, pas forcément toujours les mêmes, mais c'est-à-dire que c'est des mouvements de va-et-vient. Ça va, ça vient. Et au fil des heures qui passent, et puis de la violence à la fois de la manifestation mais de la répression. Oui, parce que ça dégénère comment? Ça dégénère. Est-ce qu'il y a comme on dit aujourd'hui, des provocations policières? Alors, provocation policière, ça a été la thèse de l'Action française. Non, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que, je le disais, après 19h, vous avez une colonne qui commence à vouloir aller se diriger vers le barrage, donc ils sont à peu près 1500, avec la Solidarité française, Vince Guide, etc., un certain nombre de ligueurs. Et là, réaction des forces de l'ordre, c'est les premiers tirs. Et les premiers morts. Parce que quand on dit les premiers tirs, aujourd'hui, nous, les tirs, c'est des grenades lacrymogènes ou des balles en caoutchouc. Là, on tire à balles réelles on tire à balles réelles. On tire pas en l'air. Ah non, on tire pas. Alors, il y a eu tout un débat, là, vous retrouverez tout ça sur les sommations, etc. Mais on tire à balles réelles. Et ce qu'on a d'ailleurs pu montrer, c'est que vous avez chez les manifestants, effectivement, un certain nombre d'entre eux qui sont morts de tirs de balles. De ce point de vue, bon, vous avez un décès du côté des forces de l'ordre, tous les autres sont du côté des manifestants. Les traces de balles, on les trouve chez les manifestants. Les traces de balles, on les trouve dans les blessures, etc., des manifestants. Alors, ou des manifestants, ou des curieux, ou des gens qui passent par là. On a même une fameuse chambre de Crillon qui est touchée sur le balcon. Absolument. Voilà, donc là, il y a effectivement des tirs. Il n'y a pas des tirs de mitrailleuses, comme on a pu le lire après, parce que s'il y a eu des tirs à la mitrailleuse, ça aurait été beaucoup plus grave que ça. Mais du côté des manifestants, il n'y a pas un armement, si vous voulez, avec des armes à feu qui permettent de tuer les forces de l'ordre, pas du tout. Ce que l'on voit, en revanche, ce sont des forces de l'ordre effectivement blessées. Alors, on a tout le détail de leurs blessures, etc. Principalement avec ce qui a pu être trouvé sur place, et en particulier, ce qui a été assez redoutable, c'est les plaques de fonte, qui ont été décelées et balancées sur les forces de l'ordre. Et là aussi, ça dure plusieurs heures, donc c'est un jeu, effectivement, de va-et-vient, avancer, recul, mais avec dans tout ça des voitures qui continuent à circuler place de la Concorde, le fameux autobus dont on a tant parlé, et puis là aussi un dispositif de force de l'ordre qui n'a pas prévu d'éclairage. Donc en réalité, c'est pour ça que quand il s'est agi ensuite de réunir un certain nombre de témoignages, etc., nous, avec Jean Philippet, on a regardé ça quand même avec pas mal de circonspection dans certains cas, parce que se pose le problème de savoir ce que les individus ont pu réellement voir. On est un 6 février, la nuit. Oui. Voilà. Donc, on y est aujourd'hui. Voilà. Et du côté manifestant, il y a quand même quelques armes à feu individuelles. Oui, un petit peu, mais si vous voulez, c'est des armes assez légères. On avait fait, alors c'est Jean Philippet d'ailleurs qui avait fait tout un travail sur les armureries pour savoir si elles avaient été entre guillemets dévalisées avant et après. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est que les manifestants du 6, ceux qui veulent revenir le 7, expliquent que cette fois-ci, ils vont revenir armés, parce qu'il y a une manifestation le 7. On va y revenir. Mais elle s'est très vite arrêtée. Donc non, il y a de ce point de vue un déséquilibre, évidemment, important. D'autant que, alors, vous allez le confirmer, la police utilise aussi des chevaux, ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui, et il y a la fameuse histoire des rasoirs au bout des câbles. C'est pareil, non, là, personne n'a jamais été capable d'en montrer. Alors,
Là aussi, on a pu identifier sur certains chevaux, effectivement, quelques blessures de rasoir, ça c'est certain, mais c'est pour attraper un jarret de léger, cheval au trot avec un rasoir. Et comme disait d'ailleurs Raoul Girardet, qui avait dirigé la thèse de Jean Philippet, se battre avec une canne, déjà c'est pas forcément l'arme idéale avec les rasoirs. Non, il n'y a pas une mitrailleuse. Le fameux titre de Daudet, pourri avec les mitrailleuses, il n'y a pas de mitrailleuse. Pas de rasoir au bout de canne, voilà. Bon, je veux dire que notre livre est un vrai livre d'histoire, qui déconstruit aussi un certain nombre de légendes. N'empêche qu'une charge à cheval, c'est extrêmement violent. Oui, bien sûr. Mais surtout les dernières vont être particulièrement violentes, avec là aussi, parmi les victimes du 6 février, on a tendance à l'oublier, des gens qui ne sont absolument pas des manifestants. On parle en particulier d'un couple qui revient du théâtre rue de Miromesnil, où le monsieur se fait littéralement tabasser, massacrer, voilà, c'est terrible. Je parlais de violence policière tout à l'heure. Je lisais dans le livre quand même où des blessés, eux, se font frapper par des policiers. Il y a des blessés qui sont évacués. Ah oui, non, mais alors, est-ce que ce sont des policiers à bout on est à la fin de la nuit. Il y a un contexte, si vous voulez, très particulier, de forces de l'ordre, effectivement, à bout, mal adaptées, qui vont à la fin véritablement nettoyer non seulement la place de la Concorde, mais également sa périphérie. Et là, ça va être effectivement les dernières charges, on les raconte, elles sont violentes. Et de ce point de vue, on est dans un rapport au maintien de l'ordre qui est très différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et l'épisode de février 34 a aussi permis par la suite aux forces de l'ordre, j'allais dire, d'adapter un certain nombre... Oui, parce que là, on est encore finalement dans la répression comme elle peut se passer à l'époque même de la Commune. C'est pas encore très théorisé. C'est-à-dire qu'avec Cap, c'était différent, parce que Cap procédait à des arrestations préventives. Donc, si vous voulez, en faisant attention à... Bon, là, la question, c'est que ça a dégénéré à un endroit qui n'était pas forcément prévu ou envisagé comme tel. La Concorde devient l'épicentre, alors que les principaux dirigeants, notamment des ligues, sont rive gauche. Voilà. Rive gauche, en réalité, c'est là où est le cœur de la manif. Il se passe pas grand-chose. Il se passe beaucoup de choses, place de la Concorde. Alors, deux choses. Est-ce que, les ligues et les anciens combattants se concertaient? Non. Non, la concertation, non. En revanche, si vous voulez, les anciens combattants, alors on va pas raconter tout le détail, mais les anciens combattants, si vous voulez, eux veulent faire forcer des barrages de police. Alors, ils y parviennent ou n'y parviennent pas. Là aussi, il y a un autre problème de maintien de l'ordre, si vous voulez. Là, je suis désolé, je m'adresse en particulier aux gens qui connaissent Paris, mais constamment, le dispositif du maintien de l'ordre, en particulier même quand ces gens se retrouvent sur les boulevards, les ramène place de la Concorde. Au lieu d'évacuer, on ramène place de la Concorde, qui est véritablement l'épicentre. Et les anciens combattants, alors là, évidemment, vivent extrêmement mal cette émeute, ou plutôt cette répression, etc. Et là, il y a une tension, effectivement, qui existe entre l'Union nationale des combattants, les têtes de cortège et les responsables. Ce que je disais dans mon préambule, la question, c'est que finalement, il n'y a pas de tentative de coup d'État, rien n'est préparé, rien n'est concerté. Non, mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir les gauches qui vont tout de suite ou quasiment voir dans ce 6 février 34, dans cette émeute, une tentative de prise de pouvoir. La réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que ces ligues, en réalité, entre elles, ne sont pas forcément d'accord, ni sur le futur régime, ni sur la volonté d'abattre véritablement le régime. Ce qu'on veut abattre, c'est le Parti radical au gouvernement, notamment pour un certain nombre de responsables de ligues type Jeunesse Patriote, avec l'appui de dirigeants politiques des droites. Et effectivement, le résultat a été celui-là. Il y a un précédent qui est intéressant. C'est 1926, la fin du cartel des gauches et l'arrivée au pouvoir de Poincaré. Les manifestations sont beaucoup moins violentes, rien à voir avec ça. Mais quelque part, c'est un processus qui se réitère, du moins du point de vue de ses conséquences, c'est-à-dire qu'au fond, une majorité de néo-cartels débouche sur un gouvernement d'union nationale avec Gaston Doumergue. Sauf que cette mutation, j'allais dire, politique, qui passe
par le poids de la rue face au Parlement, elle se déroule au terme d'une nuit d'émeute particulièrement sanglante, avec un président du Conseil, Édouard Daladier, qui hésite quant à la conduite à tenir, qui au départ pense rester en place, qui finalement va démissionner, laisser son poste à une alternative, notamment donc qui va être celle de Doumergue, mais avec effectivement un prix à payer considérable en termes de morts. Mais à la différence de 1926, les choses ne s'en arrêtent pas là, parce qu'il y a 3 autres manifestations, le 7, le 9, le 12. Effectivement, on va en parler. Que se passe-t-il le lendemain? Vous employez, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le terme le jour d'après, le jour d'après, qui est le titre d'un film catastrophe d'ailleurs, qui se passe après la fin du monde. Et puis... et on emploie le terme de réplique aussi. Et la réplique, donc là, voilà, on est vraiment dans... Oui. Donc est-ce que c'est du catastrophisme? Est-ce que c'est de la catastrophe? C'est une... donc, même si effectivement il n'y a pas de tentative de coup d'État, c'est pas très bien préparé, c'est quand même un choc. C'est un choc. Et le choc est dû à quoi? Il est dû aux morts principalement? Il est dû aux morts et il est dû... Est-ce que les parlementaires ont eu la trouille finalement? Ah oui. C'est-à-dire qu'au sein du Parlement, il y a déjà une violence très forte au moment de l'investiture de Daladier. Qui n'est que verbale. Qui n'est que verbale, mais enfin qui est quand même... Les discours de Thorez, on en reproduit quelques... Voilà, c'est quand même particulièrement violent. Aujourd'hui, évidemment... C'est très policé. Ce serait... Oui, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça qu'on a appelé ce livre L'affrontement, si vous voulez. C'est-à-dire que février 34, c'est vrai que ça ne se limite pas au 6, c'est un véritable moment de cristallisation. Alors, un moment de cristallisation qui appelle aussi à prendre en considération Paris et la province. Oui. Parce que ce qu'on a essayé de montrer dans ce livre, c'est comment février 34 s'articulait à l'échelle de l'ensemble du territoire. Il faut savoir que le 6 février 34, dans un certain nombre de villes de province, on les traite, Bordeaux, Nancy, Rouen, etc., il y a eu des manifestations de ligue qui se sont passées sans la moindre difficulté, qui n'ont pas été non plus formidablement mobilisatrices. Du côté des ligues, c'est vraiment Paris qui est le cœur de l'affaire. C'est d'ailleurs à Paris que le lendemain, les ligues appellent de nouveau à manifester, sauf que cette manifestation du lendemain va tourner court à la suite de l'arrivée au pouvoir de Doumergue. Et les jeunesses patriotes vont se retirer du jeu à ce moment-là. Mais, en revanche, ce qui est très important, c'est de comprendre la réaction de ces événements parisiens en province. Les Français de l'époque n'ont aucune information par la radio, parce que la radio, on l'explique, a été pratiquement censurée. Pas d'infos, on ne dit rien. Les informations qu'ils vont avoir, ces Français de province, c'est par la presse et par ces images terribles de l'émeute parisienne. Et la réaction qui s'opère, c'est une réaction des gauches. C'est-à-dire que la crainte fantasmée, mais la crainte réelle pour les protagonistes d'une tentative de coup d'État fasciste, etc., va trouver au sein de gauche, pourtant profondément divisée, elle va être un véritable moteur de remobilisation. Et de ce point de vue, on a le 9 sur Paris, une grande manifestation des communistes qui se passe à coups d'armes à feu, qui etc., dégénère également. Qui dégénère également avec plusieurs morts. Mais il y a déjà eu en province des manifestations de gauche où au départ, évidemment, chacun défile un peu séparément. Mais, faut être honnête, l'appel à la grève générale du 12 est relativement bien suivi. Alors ça dépend des endroits, y compris dans ce qu'on n'appelle pas à l'époque l'Île-de-France, ça dépend des endroits, mais vous avez quand même des manifestations extrêmement importantes, des réunions de forces de gauche à la fois du point de vue syndical entre la CGT et la CGTU communiste, des cortèges qui vont effectivement à Paris fusionner, donnant à penser qu'on est aux origines du Front populaire. C'est un autre débat, parce que le Front populaire est décidé, bien sûr, par l'internationale communiste. Moscou va changer de tactique au printemps 1934. C'est un autre sujet, mais c'est tout à fait essentiel. Le Parti communiste se retrouve quelque part un peu, pas dépassé par sa base, mais vous avez à la base un certain nombre de gens, on n'a pas encore parlé de Jacques Doriot, qui jouent un rôle très important. Quant aux droites, elles ne veulent pas voir, en fait, elles ne comprennent pas l'importance de cette réaction. Elles font campagne contre le ministre de l'Intérieur, le fusilleur Fro, etc., etc. Mais je dirais qu'une des leçons de 34, c'est que les droites, et notamment les ligues, perdent de leur importance dans la rue. Les gauches se retrouvent dans la rue. C'est elles qui occupent la rue à ce moment-là. Alors que pendant de longues années,
précédant la séquence de février, C'était la droite qui tenait les droites tenaient les rues, en particulier à Paris. Le 12 décembre, le 12 février, pardon, il y a encore aussi Il y a une de manifestation. très énormes manifestations de gauche, à la fois à Paris, mais en province. J'insiste Et bien qui sur se ce point. déroule. Ah bah, il y a un peu de violence aussi. La séquence de février 34, on la détaille évidemment, c'est les 30 morts. Voilà, pour que les choses soient claires. Alors, vous parlez également des conséquences sur le long terme, voire d'une longue séquence qui va jusqu'à juin 36. Vous dites que c'est les deux pivots, les deux pivots, oui. de l'avant-guerre. Est-ce qu'on peut même prolonger, j'allais dire, jusqu'en 40 avec la presque guerre civile qui alors, s'ensuit. c'est-à-dire que c'est effectivement, avec 36, ce sont les deux pivots, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. J'ajouterais, je reviens un instant sur la démission de Doumergue, parce que l'échec de la réforme de l'État conduit un certain nombre de protagonistes à considérer que le régime est incapable de se réformer. Et février 1934, c'est aussi, d'un certain point de vue, à l'origine du développement d'un certain fascisme français. C'est vraiment là. Alors il y a évidemment toute la mythologie de la fin de la manifestation, Drieux, Brasillac, quand ils se retrouvent avec les communistes, les jeunes communistes. Bon, d'accord, mais au-delà de ça, le sentiment que le régime doit être abattu, ça c'est un élément très important. Et février 34, c'est aussi, vous parliez de 36, le moment où les ligues se posent la question de leur existence, de la pertinence de leur modèle. Alors on sait que le Front Populaire a interdit les ligues, mais un certain nombre de ligues, l'Action française est tout à fait à part, avaient déjà projeté de se transformer en parti politique. Ça a été le cas des Jeunesses Patriotes, qui avaient déjà un parti, le Parti national républicain et social, sans grand succès. Mais le grand succès, ce sont les Croix de Feu. Avec le PSF. Avec le Parti social français. Aujourd'hui, les historiens considèrent que ce parti a eu facilement plus d'1 million de membres. C'est-à-dire bien davantage que le Parti communiste après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, on ne connaît pas la fin de l'histoire puisque les élections de 1940 n'ont pas eu lieu, mais incontestablement, février 34 dans l'histoire des droites montre à quel point le modèle ligueur, la tentative d'insurrection qui n'est d'ailleurs pas assumée et qui n'est d'ailleurs pas réelle. C'est une espèce de fureur, j'allais dire, de fureur impuissante, si vous voulez, ce qui se joue. Le pari légaliste fait par Larocque, c'est lui qui fonctionne, entre guillemets, puisque Larocque, à la veille de la guerre, a un parti politique en état de marche qui est un véritable parti de masse de droite. Alors, je voudrais faire un saut dans le temps. Oui. Et là, on est à 80, c'est donc le 90e anniversaire aujourd'hui. Finalement, ça nous rappelle, j'ai ce souvenir d'une manifestation le 18 décembre, j'ai oublié l'année. Oui, bon, pour les Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, en bas des Champs-Élysées, barrage de CRS, le no man's land autour de l'Élysée, l'hélicoptère qui attendait le président Macron, où on sentait donc une inquiétude du pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que le février 34, ce sont des manifestations populistes quel est le rapport à faire avec les Gilets jaunes? Alors, je ne vais pas m'engager dans la question du populisme, parce que là, on pourrait discuter sur les définitions. Mais, je vais voir sortir votre dictionnaire. Tout à fait. Mais la question est très importante pour comprendre ce qu'on va essayer de faire, ce qu'est la sociologie des manifestants du 6 février. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette sociologie n'est pas ce qu'on en sait, parce qu'il y a eu assez peu d'arrestations et on manque d'informations. Mais quand même, avec plusieurs centaines de cas, on a des idées quand même. On a une sociologie, le 6, le 7, plus populaire que celle des ligues. Donc effectivement, il y a quelque chose à souligner ici. Deuxième élément intéressant par rapport à la question des Gilets jaunes, alors attention évidemment au danger de l'anachronisme, mais quand même, il y a un pouvoir qui effectivement s'inquiète, sauf que février 34, le 6 février, ça dure peu de temps finalement, ça dure peu de temps. Mais il y a quand même une inquiétude incontestable du pouvoir qui, au départ d'ailleurs, n'est même pas renseignée. Ils ne savent pas qu'il y a des morts à la Chambre des députés. On l'explique tout ça, et le résultat, c'est que effectivement, la répression, l'échec tout ça va nourrir une rancœur, une rancœur contre le régime tout à fait importante. Avec, pour le coup, toute une série de rapports des préfets départementaux qui montrent bien que dans des milieux plutôt favorables aux ligues, il y a une rancœur.
l'espoir de la réforme de l'État, il n'arrive pas. Et donc, de ce point de vue, par rapport au dégoût du régime, qui va être celui effectivement de 40, je pense que là, il y a quelque chose, il y a une conséquence incontestable du 6 février. Et dernière chose, vous parliez de la question du populisme, le février 34 pose aussi très clairement un élément qui a mis en avant les gilets jaunes, au-delà des problèmes de hausse de carburant, ça démarre d'ailleurs dans des cas comme ça, je parlais des taxis, c'est l'opposition entre peuple et élite. Et l'idée qu'effectivement les élus, alors là au nom de l'antiparlementarisme, seraient réputés, et les gouvernants, les parlementaires, les gouvernants seraient réputés déconnectés du peuple. De la réalité et du peuple. Olivier Dard, merci infiniment. Je renvoie donc les téléspectateurs à février 34, l'affrontement chez Fayard, 752 pages. 752 pages exactement, pour tout savoir sur le 6 février 34, mais avant et après. Merci. Merci à vous. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et la petite histoire. Avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Vous savez, moi quand j'étais petit et qu'on me parlait de la guerre de 100 ans, je m'imaginais que les Anglais nous avaient attaqués, envahis, qu'ils avaient débarqué sur nos côtes en hurlant tout un tas de trucs en anglais, quoi. En gros, qu'ils avaient progressivement conquis la moitié du royaume avant qu'on ne les rejette à la mer 100 ans plus tard. Eh bien non, pas du tout, la guerre de 100 ans n'a pas du tout démarré comme ça. En effet, c'est bien plus compliqué que ça, mais je vous rassure, avec moi, ça va être très simple. Faut dire aussi que vous n'êtes pas non plus des lumières, quoi. Donc vous faire comprendre les choses, parfois, c'est assez compliqué. Mais on va essayer. Ouais, je sais, j'ai pris la grosse tête ces derniers temps. J'ai tendance à employer un ton condescendant avec vous. Mais bon, le président le fait bien, alors pourquoi pas moi? Allez, c'est parti, bande de gueux. Je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une invasion, tout commence en 1314 à la mort de Philippe le Bel. Attends, laisse-moi dérouler mon argumentaire. Eh oui, vous avez vu ça, nouveau système de haute technologie. C'est ça aussi la petite histoire, c'est des innovations en permanence, c'est beau. En gros, voilà, je teste une nouvelle formule, on va voir ce que ça donne, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce système de questions-réponses, je juge que ça peut être plus dynamique pour l'épisode. Celui qui pose les questions. Arsène. Parce que je fais ce que je veux, voilà, c'est bon, on peut reprendre l'épisode maintenant. Philippe le Bel meurt en 1314 et il laisse derrière lui 3 fils et une fille. C'est donc l'aîné Louis X le Hutin qui lui succède. Mais Louis X va mourir 2 ans plus tard, sans laisser d'héritier mâle. C'est donc son premier frère, Philippe V, qui va coiffer la couronne en 1316. Sauf que 6 ans plus tard, bim, Philippe meurt à son tour, sans héritier mâle. Les pairs de France confient alors la couronne au dernier frère, Charles IV, en 1322. Mais 6 ans plus tard, bim, Charles IV meurt lui aussi, et lui aussi sans héritier mâle. Il y a que des gonzesses dans cette famille, c'est pas possible. Eh non, enfin si, il reste toujours sa fille, quoi, la fille de Philippe le Bel. Mais bon, on va pas confier la couronne de France à une bonne femme, quoi. On n'est pas en Angleterre ici. Bref, il n'y a plus personne dans la lignée directe de Philippe le Bel. Malgré tout, Philippe le Bel avait un frère. Enfin, il avait 2 frères, mais il avait un frère en particulier, Charles de Valois, qui a un fils, Philippe, toujours en vie. Ça aide. C'est donc lui, le neveu de Philippe le Bel, qu'on fait sacré roi de France sous le nom de Philippe VI. Nous sommes en 1328. Alors certes, il a fallu aller puiser dans les neveux, mais on s'en sort plutôt bien après 300 ans de miracle capétien. Vous savez, le miracle capétien, c'est qu'il y a toujours eu un fils, un héritier direct pour succéder au roi. Le rapport, c'est que Philippe VI a été choisi, certes, mais un autre héritier était possible. Parce que, si tu te rappelles bien, Philippe le Bel avait 3 fils et, je l'ai dit tout à l'heure, une fille, Isabelle de France. Oui, c'est Sophie Marceau dans Braveheart. Elle était mariée à un certain Édouard
Édouard II et elle avait eu un fils avec lui, Édouard III. Premièrement, on n'est pas dans une lignée par les mâles, vu qu'on passe par Isabelle, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et deuxièmement, et surtout, eh bien, Édouard III. Ce cher Édouard, il est peut-être gentil, hein, j'ai aucun problème avec ça, il est peut-être sympa, tout ce qu'on veut, mais il est surtout roi d'Angleterre. Et t'es con ou quoi? Non, pas tout de suite, puisque Édouard III accepte la décision dans un premier temps. D'ailleurs, il rend hommage à Philippe VI pour ses terres de Guyenne, l'actuelle Aquitaine. Mais une chose en entraînant une autre, Philippe VI ayant notamment renouvelé son soutien aux Écossais, et puis surtout ayant confisqué assez arbitrairement la Guyenne, eh bien, Édouard III va se sentir lésé et il va progressivement remettre sur la table la question de sa légitimité au trône. En 1337, il se proclame roi de France et d'Angleterre et déclare la guerre. 1337, c'est le début de la guerre de 100 ans qui va en fait durer 116 ans. Voilà. Bah oui, je peux pas tout raconter non plus dans un épisode, hein, mais bon. Si tu insistes, je vais te faire un petit résumé, rapidement. Hein. Ensuite, Édouard III déclare la guerre, c'est la guerre commence avec une série de désastres pour les Français. On a la bataille de Crécy, la bataille de Poitiers, qui sont des désastres absolus. Et en 1360, le pire, c'est le traité de Bretigny, qui vient offrir une grande partie du territoire aux Anglais. Puis vient le règne de Charles V, qui, grâce au redoutable Bertrand du Guesclin, j'avais fait un épisode là-dessus, entreprend la reconquête de la France avec succès et avec style aussi. Mais à partir de 1392, le roi suivant, Charles VI, devient fou, les grands du royaume vont se déchirer, les Orléans vont se battre contre les Bourguignons, c'est la guerre civile. Et qui en profite de cette guerre civile? Eh ben, les Anglais, pardi. Le territoire est à nouveau conquis, la chevalerie est décimée à Azincourt en 1415, et en 1419, le traité de Troyes est signé. Ça, c'est sans doute l'un des pires traités de l'histoire de France, puisque Charles VI, devenu fou, déshérite son fils Charles VII au profit du roi d'Angleterre. Et tout est perdu. Eh non, parce que la Providence, elle n'était pas trop d'accord avec tout ça, et elle a eu la bonne idée de nous envoyer une gamine de 17 ans, Jeanne d'Arc, qui, en l'espace de quelques mois, va tout emporter et renverser totalement la situation.